La pluie tombait en rideau sur la petite ville de Vienne, en Isère, ce soir de novembre 1997. Dans une ruelle mal éclairée, à quelques pas d'un café encore animé, un corps gisait face contre terre, vêtu seulement d'un manteau déchiré, trempé par l'averse. Les passants, d'abord intrigués par cette silhouette immobile, s'approchèrent, et un cri perça la nuit. L'homme, un notable respecté, un père de famille admiré, était mort. Mais ce n'était pas la mort elle-même qui allait horrifier la France entière. C'était l'état dans lequel on l'avait retrouvé, nu sous son manteau, les poignets liés par une corde fine, et une inscription gravée sur le bitume à ses côtés, écrite à la hâte dans une peinture rouge écarlate, « Traître ». Dès les premières secondes, vous voilà plongé au cœur d'un mystère qui dépasse l'entendement. Qui était cet homme? Pourquoi une telle mise en scène, à la fois publique et profondément humiliante? Et surtout, quel secret inavouable l'a conduit à une fin aussi brutale? Ce crime, survenu dans une ville où tout le monde se connaît, où les réputations se font et se défont au gré des ragots, n'est pas qu'une affaire de meurtre. C'est une plongée dans les méandres de l'âme humaine, là où l'amour, la jalousie et la trahison s'entremêlent jusqu'à l'irréparable. Préparez-vous à entrer dans un tunnel sombre, où chaque révélation vous rapprochera d'une vérité que vous souhaiterez peut-être ne jamais connaître. Ce soir-là, à Vienne, quelque chose de plus grand qu'un simple crime s'est joué. Derrière cette scène macabre se cache une histoire d'infidélité multiple, de promesses brisées et de vengeances soigneusement orchestrées. Mais ce qui rend cette affaire si troublante, c'est qu'elle aurait pu arriver à n'importe qui. Elle révèle une vérité dérangeante. Personne n'est à l'abri des passions qui consument, des secrets qui emprisonnent, ni des choix qui mènent à l'abîme. Qui a écrit ce mot accusateur? Qui a décidé que cet homme devait payer le prix ultime, et pourquoi de cette manière? Ces questions, lancinantes, vous hanteront jusqu'à la dernière seconde de cette histoire. Pensez-y un instant. Combien de fois avons-nous cru connaître ceux qui nous entourent? Combien de fois avons-nous ignoré les fissures cachées sous les apparences d'une vie parfaite? Ce crime, c'est un miroir tendu vers nous tous. Il nous force à regarder en face la fragilité de la morale, l'imprévisibilité des désirs humains, et cette zone grise où la justice devient vengeance. Vous n'en sortirez pas indemne. Cette histoire va vous pousser à vous demander si vous êtes vraiment en sécurité, même dans votre propre quotidien. Alors, si vous êtes prêt à plonger dans ce mystère, à chercher la vérité derrière ce crime qui a secoué une nation, montrez-le. Cliquez sur « J'aime » pour que d'autres puissent découvrir ce récit sombre et inexplicable. Et dans les commentaires, laissez cette phrase « Je suis prêt à découvrir la vérité cachée ». En faisant cela, vous rejoignez une communauté de curieux, de chercheurs de vérité, ceux qui osent regarder au-delà des apparences. Bravo à vous d'avoir choisi de faire partie de cette quête. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais votre vision de l'esprit humain. La petite ville de Vienne, nichée au bord du Rhône, semblait figée dans une carte postale des années 1990. Les façades pastel des maisons, les pavés luisants sous la pluie, et le clocher de la cathédrale Saint-Maurice donnaient à cet endroit un charme provincial, presque intemporel. C'était le genre de lieu où les voisins se saluèrent par leurs prénoms, où les ragots circulaient plus vite que le vent d'automne. Pourtant, ce soir de novembre 1997, lorsque la nouvelle de la découverte du corps d'Antoine Delorme s'est répandue, un silence lourd s'est abattu sur la ville. Antoine, 42 ans, était une figure locale. Médecin respecté, mari dévoué à sa femme Claire, père de 2 adolescentes, il incarnait l'image même de la réussite. Mais sous ce vernis de perfection, des fissures profondes attendaient d'être révélées. Antoine Delorme était le genre d'homme que l'on remarquait. Grand, avec des cheveux poivre et cils soigneusement coiffés, il avait un sourire qui mettait ses patients à l'aise. À la clinique, ses collègues le décrivaient comme un homme méthodique, presque obsessionnel dans son travail. Il était toujours le dernier à quitter son cabinet, annotant méticuleusement les dossiers médicaux, s'assurant que chaque détail était parfait. En public, il jouait son rôle à merveille. Il serrait des mains aux réunions du conseil municipal, sponsorisait les kermesses locales et accompagnait sa femme aux offices du dimanche. Claire, une femme élégante au regard doux, était connue pour ses talents de pianiste et son engagement dans des œuvres caritatives. Ensemble, ils formaient ce couple que l'on enviait, celui qui semblait avoir tout compris à la vie. Mais ce soir-là, alors que les gyrophares des pompiers éclairèrent la ruelle où Antoine avait été retrouvé, les murmures ont commencé. Pourquoi était-il là?
À une heure aussi tardive, si loin de sa maison cossue du quartier résidentiel. Pourquoi ce mot, traître, peint en rouge à ses côtés? Les premiers témoins, encore sous le choc, parlaient à voix basse d'une scène qui semblait irréelle, comme sortie d'un cauchemar. La corde fine autour de ses poignets n'était pas un nœud grossier. Elle était nouée avec précision, presque avec soin, comme si celui qui l'avait attachée voulait envoyer un message. La police, arrivée sur place, a rapidement bouclé la zone, mais les curieux s'agglutinaient déjà, cherchant à comprendre ce qui avait pu arriver à l'homme que tous croyaient connaître. Les premières heures de l'enquête ont révélé des détails troublants. Antoine n'était pas mort d'une cause naturelle. Un examen préliminaire a montré des traces de sédatifs dans son sang, administrées peu avant sa mort. Pourtant, il n'y avait aucune marque de lutte, aucune blessure évidente, hormis une légère ecchymose à la base de son cou. La cause exacte du décès restait floue, mais l'humiliation publique semblait être au cœur de l'affaire. Pourquoi quelqu'un avait-il pris la peine de le déshabiller, de l'exposer ainsi, dans une mise en scène aussi théâtrale? Les enquêteurs, dirigés par l'inspecteur Michel Garnier, un vétéran bourru connu pour son flair, ont commencé à poser des questions. Ils ont interrogé Claire qui, effondrée, jurait n'avoir rien remarqué d'anormal dans le comportement de son mari ces derniers jours. « Il était comme toujours », a-t-elle murmuré, les yeux rougis par les larmes. « Il rentrait tard, mais c'était à cause du travail. » Pourtant, au fur et à mesure que les heures passaient, des détails ont émergé, fissurant l'image impeccable d'Antoine. Une serveuse du café Le Mistral, à 2 pas de la ruelle, a raconté aux policiers qu'elle avait vu Antoine quelques jours plus tôt, en compagnie d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Ils étaient assis dans un coin discret, leurs têtes penchées l'une vers l'autre, comme s'ils partageaient un secret. La serveuse, une jeune femme nommée Élodie, a décrit la femme comme élégante, avec des cheveux noirs coupés au carré et un regard perçant. Il ne parlait pas beaucoup, a-t-elle dit, mais il y avait quelque chose de tendu, comme si elle le tenait en son pouvoir. Cette rencontre, qui aurait pu passer pour anodine, a pris une toute autre dimension lorsqu'Élodie a ajouté un détail. Antoine semblait nerveux, jetant des coups d'œil vers la porte comme s'il craignait d'être vu. Ce témoignage a jeté une ombre sur la réputation d'Antoine. Était-il vraiment l'homme irréprochable que tous croyaient? Les enquêteurs ont commencé à fouiller dans sa vie, cherchant des indices dans ses agendas, ses relevés bancaires, ses appels téléphoniques. Ils ont découvert qu'Antoine avait réservé une chambre d'hôtel à Lyon, à 1 heure de route, à plusieurs reprises au cours des 6 derniers mois. Toujours le même hôtel, toujours en semaine, toujours pour une nuit. Ces escapades, qu'il n'avait jamais mentionnées à Claire, suggéraient une double vie. Mais qui était cette femme mystérieuse? Était-elle liée à l'inscription « traître » ? Et surtout, pourquoi quelqu'un avait-il voulu punir Antoine de manière aussi publique et humiliante? À Vienne, les ragots ont commencé à enfler. Les habitants, qui hier encore chantaient les louanges du couple Delorme, se mettaient à chuchoter. Certains parlèrent d'une liaison, d'autres d'une vengeance personnelle. Une vieille voisine, Madame Rouvier, a même raconté aux enquêteurs une anecdote étrange. Quelques semaines plus tôt, elle avait vu une voiture noire stationnée devant la maison des Delorme, tard dans la nuit. Une silhouette, qu'elle n'avait pas pu identifier, semblait observer la maison depuis l'intérieur du véhicule. Lorsqu'elle avait allumé la lumière de son Porsche, la voiture avait démarré en trombe. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention. Mais maintenant, ce souvenir prenait une teinte inquiétante. L'inspecteur Garnier, en examinant la scène du crime, a noté un autre détail troublant. La peinture rouge utilisée pour écrire « traître » n'était pas une peinture ordinaire. C'était une laque spécifique, utilisée dans les ateliers d'artistes. Ce choix semblait délibéré, comme si l'auteur du crime voulait que ce mot, cette accusation, reste gravé dans les mémoires. Garnier, un homme pragmatique mais intuitif, sentait que ce crime n'était pas l'œuvre d'un impulsif. Il y avait une intention, une colère froide, une volonté de faire payer à Antoine bien plus que sa vie. Mais qui pouvait haïr cet homme au point de le détruire ainsi? Et pourquoi l'exposer nu et vulnérable, aux yeux de tous? Alors que les premières lueurs de l'aube éclairaient Vienne, l'enquête prenait un tournant. Un collègue d'Antoine, le docteur Paul Vernier, a contacté la police pour signaler un détail qu'il avait hésité à partager. Quelques mois plus tôt, Antoine lui avait confié, au détour d'une conversation, qu'il se sentait suivi. Il plaisantait à moitié, a dit Vernier, mais il y avait une peur dans ses yeux. Il a dit qu'il avait l'impression que quelqu'un savait des choses sur lui, des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Vernier n'avait pas posé de questions, pensant qu'il s'agissait d'un moment de stress. Mais maintenant,
Il se demandait s'il n'avait pas raté un signe. Ce qui rendait cette affaire si dérangeante, c'était son ambiguïté. Antoine Delorme n'était pas seulement une victime. Il était un homme dont la vie, en apparence parfaite, semblait construite sur un château de cartes. Chaque nouvelle information, la femme mystérieuse, les nuits à Lyon, la voiture noire, ajoutait une pièce à un puzzle dont l'image complète restait floue. À Vienne, la façade de respectabilité commençait à s'effriter, révélant un monde de secrets, de trahisons et de désirs inavoués. Et au centre de tout cela, une question persistait. Qui avait décidé qu'Antoine devait payer, et pourquoi de cette manière? Le lendemain matin, Vienne s'éveillait sous un ciel gris, comme si la ville elle-même portait le deuil d'Antoine Delorme. Les journaux locaux titrèrent déjà sur le scandale de la ruelle, et les habitants, attablés dans les cafés ou chuchotant sur le marché, ne parlaient que de ça. Mais pour l'inspecteur Michel Garnier, les spéculations publiques n'étaient qu'un bruit de fond. Il savait que la vérité se cachait dans les détails, ceux que personne ne remarquait au premier abord. Et dans le cas d'Antoine, ces détails commençaient à dessiner une image bien plus complexe que celle d'un simple médecin de province. Dans les bureaux de la gendarmerie, Garnier et son équipe passaient en revue les premiers indices. La corde fine utilisée pour lier les poignets d'Antoine était un fil de nylon tressé, inhabituel pour un usage domestique, mais courant dans certaines professions, comme la voile ou l'artisanat. La peinture rouge, quant à elle, avait été identifiée comme une laque à base de résine, vendue dans une boutique d'art à Lyon. Ce n'était pas un achat impulsif. Cette peinture était coûteuse, réservée aux artistes professionnels ou aux amateurs éclairés. Chaque élément semblait soigneusement choisi, comme si l'auteur du crime avait voulu que chaque détail raconte une histoire. Mais c'était dans la vie personnelle d'Antoine que les ombres commençaient à prendre forme. Les enquêteurs avaient obtenu ses relevés téléphoniques, et un numéro revenait avec une régularité troublante. Des appels passés tard le soir, souvent après 23 heures, à un numéro non enregistré dans son répertoire. En retraçant ce numéro, ils découvrirent qu'il appartenait à une certaine Isabelle Morel, une femme de 35 ans domiciliée à Lyon. Isabelle était professeure d'histoire de l'art à l'université, célibataire, sans antécédents judiciaires. Sur une photo récupérée dans ses dossiers universitaires, elle correspondait à la description de la serveuse du café Le Mistral. Cheveux noirs coupés au carré, regard perçant. Garnier nota immédiatement qu'Isabelle n'était pas une connaissance anodine. Ses appels avec Antoine duraient parfois plus d'une heure, et ils s'étaient intensifiés au cours des 3 derniers mois. Lorsque Garnier et une collègue, l'adjudante Sophie Lemoine, se rendirent à Lyon pour interroger Isabelle, ils trouvèrent une femme posée, presque trop calme, assise dans son appartement lumineux, entourée de toiles abstraites et de livres d'art. Elle ne montra aucun signe de panique. « Oui, je connaissais Antoine », admit-elle sans détour. « Nous nous sommes rencontrés il y a environ 1 an, lors d'une conférence médicale à Lyon. Il s'intéressait à l'art, et nous avons sympathisé. Sa voix était mesurée, mais Garnier remarqua un léger tremblement dans ses mains lorsqu'elle servit le café. Elle expliqua qu'Antoine lui rendait visite occasionnellement, toujours pour discuter d'art ou partager un dîner. Rien de plus, insista-t-elle, bien que son regard évitât celui des enquêteurs. Mais un détail attira l'attention de Sophie. Sur une étagère, parmi des pinceaux et des tubes de peinture, trônait un flacon de laque rouge, identique à celle utilisée sur la scène du crime. Lorsqu'elle posa la question, Isabelle haussa les épaules. « Je suis artiste à mes heures perdues. Cette laque est courante dans mon milieu. » Pourtant, quelque chose dans son ton sonnait faux, comme si elle avait répété cette réponse. Garnier, sans insister, demanda à voir son agenda. Isabelle hésita, puis le leur tendit. À la date du meurtre, elle avait noté un simple mot, Vienne, 20 heures. Lorsqu'on lui demanda des explications, elle prétendit qu'il s'agissait d'un vernissage auquel elle n'avait finalement pas assisté. Aucun témoin ne pouvait confirmer sa présence ailleurs ce soir-là. De retour à Vienne, Garnier reçut un appel du docteur Paul Vernier, le collègue d'Antoine. Hésitant, il révéla une information qu'il avait omise lors de leur premier entretien. Quelques semaines avant sa mort, Antoine avait semblé préoccupé par une lettre qu'il avait reçue. Il n'en avait montré qu'un fragment à Vernier, mais les mots étaient gravés dans sa mémoire. « Tu ne peux pas fuir ce que tu as fait. » Antoine avait ri, disant que c'était probablement une mauvaise blague. Mais Vernier avait senti une peur réelle dans sa voix. Cette lettre, introuvable dans les affaires d'Antoine, ajoutait une nouvelle couche de mystère.
Était-ce Isabelle qui l'avait envoyé? Ou quelqu'un d'autre, tapi dans l'ombre? Connaissait-il les secrets d'Antoine? Pendant ce temps, à Vienne, Claire Delorme commençait à craquer sous la pression. Les journalistes campaient devant sa maison, et les regards des voisins, autrefois bienveillants, étaient devenus inquisiteurs. Lors d'un second entretien avec Garnier, elle admit qu'Antoine avait changé au cours de la dernière année. Il était distant, confia-t-elle, la voix brisée. Il rentrait tard, prétextant des consultations. Parfois je sentais un parfum sur ses vêtements, quelque chose de floral qui n'était pas le mien. Elle avait tenté d'aborder le sujet, mais Antoine esquivait, la rassurant avec son sourire habituel. Claire, par amour ou par peur, n'avait pas insisté. Mais maintenant, face à la réalité de sa mort, elle se demandait ce qu'elle avait manqué. « Est-ce que c'était ma faute ?» murmura-t-elle, les yeux fixés sur le sol. Les enquêteurs, en fouillant plus loin, découvrirent un autre fil à tirer. Dans les relevés bancaires d'Antoine, une série de virements réguliers attira leur attention. Chaque mois, depuis près de 2 ans, il envoyait une somme modeste, 500 francs, à une certaine Marianne Dubois, une femme vivant à Grenoble. Marianne, âgée de 38 ans, était employée de banque, mère célibataire d'un garçon de 10 ans. Lorsque Garnier contacta Marianne, elle sembla nerveuse, mais accepta de parler. Antoine était un ami d'enfance, expliqua-t-elle. Il m'aidait financièrement, pour mon fils. Rien de plus. Mais son ton trop précipité et ses réponses évasives éveillèrent les soupçons de Garnier. Pourquoi Antoine, un homme marié, envoyait-il de l'argent à une amie d'enfance sans jamais en parler à sa femme? Et pourquoi Marianne semblait-elle si réticente à partager des détails? Un autre indice surgit lors de l'examen du téléphone portable d'Antoine, retrouvé dans sa poche. Parmi les messages, un texto non envoyé, daté du soir de sa mort, attira l'attention. Il était adressé à un numéro inconnu et contenait une phrase inachevée. « Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut qu'on arrête. » Le message s'arrêtait là, comme si Antoine avait été interrompu. Était-ce destiné à Isabelle? À Marianne? Ou à quelqu'un d'autre encore? Ce fragment de texte, suspendu dans le vide, semblait être un cri silencieux, une tentative désespérée de mettre fin à quelque chose qui le dépassait. À Vienne, les rumeurs prenaient une ampleur incontrôlable. Certains habitants juraient avoir vu Antoine en compagnie de plusieurs femmes au fil des années, toujours discrètement, toujours loin des regards indiscrets. D'autres parlèrent d'une dispute publique, quelques mois plus tôt entre Antoine et un homme inconnu dans un parking. L'homme, décrit comme grand et portant une écharpe sombre, avait semblé menaçant, pointant un doigt accusateur vers Antoine. Personne n'avait entendu la conversation, mais l'incident était resté dans les mémoires. Était-ce une coïncidence ou un autre fil conducteur menant à la vérité? Garnier, en réunissant ces éléments, sentait que l'affaire prenait une tournure plus sombre. Antoine Delorme n'était pas seulement un homme infidèle. Il semblait avoir tissé une toile complexe de relations, de secrets et peut-être de dettes émotionnelles. Chaque nouvelle piste, Isabelle, Marianne, la lettre anonyme, le texto inachevé, suggérait que sa vie était un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient pas encore. Mais une chose était claire. Quelqu'un, quelque part, avait décidé que ces trahisons méritaient un châtiment. Et ce châtiment, orchestré avec une précision glaçante, n'était que le début d'une histoire bien plus profonde. Le brouillard s'épaississait sur Vienne en cette fin de novembre 1997, comme si la ville cherchait à dissimuler ses propres vérités. Dans les bureaux exigus de la gendarmerie, l'inspecteur Michel Garnier scrutait un tableau couvert de notes, de photos et de fils rouges reliant les indices épars. La découverte d'Isabelle Morel et de Marianne Dubois avait ouvert une brèche dans l'image d'Antoine Delorme. Mais chaque réponse semblait engendrer de nouvelles questions. Ce qui avait d'abord ressemblé à un crime passionnel prenait des allures d'écheveau complexes, tissés de mensonges et de demi-vérités. Garnier, un homme qui croyait aux faits plus qu'aux intuitions, sentait pourtant une tension dans l'air. Ce crime n'était pas seulement une affaire de vengeance. Il portait la marque d'une colère ancienne, d'un ressentiment qui avait eu le temps de mûrir. Les enquêteurs décidèrent de creuser plus loin dans le passé d'Antoine. Ils remontèrent jusqu'à ses années d'études à Lyon, dans les années 1970, où il avait obtenu son diplôme de médecine. À l'époque, Antoine était un étudiant brillant, mais discret, connu pour son charme discret et sa capacité à naviguer entre les cercles sociaux. Un ancien camarade de faculté, contacté par l'équipe de Garnier, se souvenait d'Antoine comme d'un homme qui savait parler aux femmes. Il n'était pas arrogant, expliqua l'homme, un certain Philippe Roux,
désormais pharmacien à Valence. Mais il avait ce don de faire sentir à chaque personne qu'elle était spéciale. Ça pouvait être dangereux parfois. Philippe se rappelait une rumeur, à l'époque. Antoine aurait eu une relation tumultueuse avec une étudiante en arts plastiques, une jeune femme au tempérament passionné. La relation s'était terminée abruptement, et la jeune femme avait quitté l'université peu après. Personne ne savait pourquoi. Ce souvenir, bien que vague, intrigua Garnier. Était-il possible que cette étudiante soit liée à Isabelle Morel, la professeure d'histoire de l'art? Une vérification rapide des archives universitaires révéla que non. Isabelle était trop jeune pour avoir été à la faculté à cette époque. Mais un autre nom émergea des dossiers poussiéreux. Élise Vasseur, une étudiante en art qui avait abandonné ses études en 1978, à l'âge de 22 ans. Les registres indiquaient qu'elle avait déménagé à Grenoble peu après. Un frisson parcourut l'échine de Garnier lorsqu'il fit le lien. Grenoble, la ville où vivait Marianne Dubois, la mère célibataire qui recevait des virements d'Antoine. Était-ce une coïncidence ou Élise et Marianne étaient-elles la même personne? En parallèle, l'enquête sur la scène du crime progressait. Les analyses toxicologiques confirmèrent que le sédatif retrouvé dans le sang d'Antoine était de la benzodiazépine, un médicament couramment prescrit, mais administré à une dose suffisamment élevée pour le plonger dans un état d'inconscience. Ce qui troublait Garnier, c'était l'absence de violence physique. L'ecchymose au cou, légère, suggérait une pression momentanée, peut-être pour l'immobiliser, mais rien n'indiquait une lutte acharnée. Celui ou celle qui avait orchestré ce crime n'avait pas voulu infliger de douleur immédiate. L'humiliation, la mise en scène, semblait être le véritable objectif. La corde en nylon, la laque rouge, le mot « traître », tout convergeait vers une intention symbolique, comme si l'auteur voulait que le monde voie Antoine tel qu'il était vraiment, dépouillé de son masque de respectabilité. Garnier décida de convoquer Marianne Dubois pour un interrogatoire plus poussé. Lorsqu'elle arriva à la gendarmerie, elle semblait plus nerveuse que lors de leur premier contact. Ses cheveux blonds, soigneusement attachés, ne pouvaient masquer les cernes sous ses yeux. Elle répéta son histoire. Antoine était un ami d'enfance qui l'aidait financièrement pour son fils, Théo. Mais sous les questions insistantes de Sophie Lemoine, Marianne finit par craquer. Ce n'était pas juste de l'amitié, avoua-t-elle, la voix tremblante. Antoine et moi, nous nous sommes revus il y a 3 ans. J'étais en difficulté, seul avec Théo. Il m'a proposé de m'aider, mais ça a dérapé. Elle décrivit une relation épisodique, marquée par des rendez-vous secrets dans des hôtels à Grenoble. Antoine, selon elle, était tiraillé par la culpabilité mais incapable de mettre fin à leur liaison. Il disait qu'il aimait Claire mais qu'avec moi c'était différent, comme si j'étais une part de lui qu'il ne pouvait pas effacer. Marianne jura qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre. Elle affirma ne pas connaître Isabelle Morel et n'avoir jamais entendu parler d'une lettre anonyme ou d'une voiture noire. Mais un détail qu'elle mentionna attira l'attention de Garnier. Quelques mois plus tôt, Antoine lui avait confié qu'il recevait des appels anonymes, toujours d'une voix féminine. Elle ne disait rien de précis, expliqua Marianne. Juste des phrases comme « Tu ne peux pas continuer comme ça ». Il pensait que c'était quelqu'un qui voulait le faire chanter. Marianne avait conseillé à Antoine d'en parler à la police, mais il avait refusé, disant qu'il réglerait ça lui-même. Ce refus, à la lumière de sa mort, prenait une tournure tragique. Pendant ce temps, à Vienne, Claire Delorme commençait à fouiller dans les affaires de son mari, cherchant des réponses. Dans un tiroir de son bureau, elle trouva une clé, petite et dorée, qui ne correspondait à aucune serrure de la maison. Intriguée, elle la montra à Garnier lors d'une visite. La clé portait une inscription gravée, presque illisible, l'Étoile. Après vérification, Garnier découvrit que l'Étoile était le nom d'un petit hôtel à Lyon, le même où Antoine avait réservé des chambres à plusieurs reprises. Une visite à l'hôtel révéla qu'Antoine y avait séjourné non seulement avec Isabelle, mais aussi à une occasion avec une femme décrite par le réceptionniste comme blonde, la trentaine, avec un air triste. Cette description correspondait étrangement à Marianne. Un autre élément troublant émergea de l'enquête. En fouillant dans les dossiers médicaux d'Antoine, les enquêteurs découvrirent qu'il avait accès à des benzodiazépines via sa clinique. Mais un inventaire récent montrait un écart. Plusieurs flacons manquaient, sans trace de prescription. Quelqu'un dans l'entourage d'Antoine avait-il eu accès à ces médicaments? Garnier demanda à interroger le personnel de la clinique, mais aucun des employés n'avait remarqué quoi que ce soit d'anormal. Cependant, une infirmière, hésitante,
mentionna qu'elle avait vu Antoine discuter à plusieurs reprises avec une femme dans le parking de la clinique, tard le soir. Elle portait un foulard, dit-elle. Je n'ai pas vu son visage, mais elle semblait en colère. Les pièces du puzzle s'accumulaient, mais l'image restait floue. Isabelle, avec sa laque rouge, et son alibi incertain. Marianne, liée à Antoine par une relation secrète et des virements financiers. La mystérieuse Élise Vasseur, disparue des radars depuis ses années d'étudiante. Et maintenant, une femme au foulard, une voiture noire, des appels anonymes. Chaque piste semblait converger vers un réseau de secrets qu'Antoine avait soigneusement entretenu. Mais Garnier sentait qu'il manquait encore un élément clé, une connexion qui lierait tous ces fils. Pourquoi quelqu'un avait-il voulu non seulement tuer Antoine, mais l'exposer de manière si publique? Et pourquoi ce mot, un traître, semblait-il porter autant de poids? Alors que la nuit tombait sur Vienne, Garnier reçut un appel anonyme à la gendarmerie. Une voix féminine, basse et posée, murmura « Cherchez du côté de ceux qu'il a abandonnés ». Avant que Garnier ne puisse poser de questions, la ligne coupa. Cette phrase, énigmatique, résonnait comme un écho de la lettre qu'Antoine avait mentionnée à Vernier. Quelqu'un, quelque part, connaissait les péchés d'Antoine, et cette personne, tapie dans l'ombre, semblait déterminée à s'assurer que justice soit rendue, à sa manière. Le vent froid de novembre balayait les rues de Vienne, portant avec lui une odeur de feuilles mortes et d'inquiétude. À la gendarmerie, l'inspecteur Michel Garnier sentait que l'enquête sur la mort d'Antoine Delorme atteignait un tournant. Les indices s'accumulaient, la laque rouge, la corde en nylon, les benzodiazépines, les appels anonymes. Mais chaque découverte semblait ouvrir une nouvelle porte vers l'inconnu. Ce qui avait commencé comme un crime étrange prenait des allures de labyrinthe, où chaque chemin menait à une facette cachée de la vie d'Antoine. Garnier, un homme habitué à démêler les nœuds, sentait pourtant que ce puzzle était différent. Il y avait une intention derrière chaque détail, une volonté de révéler quelque chose de plus grand que le meurtre lui-même. L'appel anonyme reçu la veille résonnait encore dans l'esprit de Garnier. Chercher du côté de ceux qu'il a abandonnés. Cette phrase, prononcée par une voix féminine, semblait pointer vers une blessure ancienne, une trahison qui avait laissé des cicatrices profondes. Garnier décida de se concentrer sur Élise Vasseur, l'étudiante en arts plastiques, qui avait disparu des radars après ses années à l'université avec Antoine. Une recherche approfondie dans les archives civiles révéla qu'Élise vivait toujours à Grenoble, sous son nom de jeune fille. Était-elle Marianne Dubois? Une comparaison des dossiers montra que non. Leur date de naissance et leur parcours divergeaient. Mais un détail intrigant émergea. Élise avait une sœur cadette, Marianne, qui avait grandi dans la même ville qu'Antoine. Les deux femmes, liées par le sang, semblaient toutes deux connectées à l'homme dont la mort secouait Vienne. Garnier et Sophie Lemoine se rendirent à Grenoble pour rencontrer Élise. Son appartement, dans un immeuble modeste, était encombré de toiles inachevées et de matériel de peinture. Élise, une femme de 41 ans aux traits fatigués, les accueillit avec méfiance. Ses cheveux, autrefois blonds, étaient striés de mèches grises, et ses yeux semblaient emporter le poids d'années de silence. Lorsqu'on lui parla d'Antoine, elle tressaillit, mais sa voix resta ferme. « Je ne l'ai pas vu depuis 1978, dit-elle. Nous étions proches à l'université, mais ça s'est terminé. Il a choisi sa vie, j'ai choisi la mienne. » Elle refusa de donner plus de détails, mais Garnier remarqua une toile dans un coin de la pièce, un portrait abstrait aux couleurs sombres, où l'on devinait une silhouette masculine, les poignets liés par une corde rouge. Était-ce une coïncidence ou un écho du crime? Pressée par Sophie, Élise finit par révéler un fragment de vérité. À l'époque, Antoine et elle avaient eu une relation passionnée, mais destructrice. Ils promettaient des choses qu'ils ne pouvaient pas tenir, murmura-t-elle. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il m'a dit de m'en débarrasser. Il ne voulait pas que ça ruine sa carrière. Élise avait quitté l'université peu après, brisée par cette trahison. Elle n'avait jamais eu l'enfant, mais le souvenir d'Antoine l'avait hantée. Lorsqu'on lui demanda si elle connaissait Marianne, sa sœur, Élise se raidit. Marianne a toujours été naïve. Elle pensait qu'Antoine était quelqu'un de bien. Cette phrase, lourde de sous-entendus, suggérait que Marianne avait peut-être été manipulée, elle aussi. De retour à Vienne, Garnier confronta Marianne à ces nouvelles informations. Sous la pression, elle admit qu'Élise lui avait parlé d'Antoine des années plus tôt, décrivant un homme charmeur mais égoïste. Pourtant, lorsque Marianne l'avait revu des années plus tard, elle avait cru à ses promesses. Il disait qu'il voulait m'aider, pour Théo.
expliqua-t-elle, les larmes aux yeux. Mais je me rends compte maintenant qu'il voulait juste garder le contrôle. Marianne révéla un détail crucial. Antoine lui avait demandé de ne jamais parler de leur relation à Élise. Il disait qu'elle ne comprendrait pas, qu'elle était trop fragile. Ce secret maintenu entre eux semblait être une bombe à retardement. Pendant ce temps, l'enquête sur Isabelle Morel prenait une nouvelle tournure. Un collègue d'Isabelle à l'université, un certain Laurent Bisset, contacta la police pour partager une information troublante. Quelques semaines avant le meurtre, il avait surpris une conversation entre Isabelle et une femme qu'il n'avait pas reconnue. Elle parlait à voix basse dans un couloir de la faculté, et Laurent avait entendu Isabelle dire « Il faut qu'il paie pour ce qu'il a fait ». Intrigué, il avait posé des questions, mais Isabelle avait éludé, disant qu'il s'agissait d'une affaire personnelle. Laurent décrivit la femme comme blonde, avec un foulard coloré, un détail qui rappela à Garnier l'infirmière de la clinique d'Antoine. Était-ce Élise ou quelqu'un d'autre encore? Les enquêteurs décidèrent de fouiller plus avant dans les affaires d'Antoine. Dans son bureau à la clinique, ils trouvèrent un carnet caché sous une pile de dossiers. Les pages étaient remplies de notes manuscrites, des dates, des initiales et des phrases cryptiques. Une entrée, datée de 2 mois avant sa mort, attira l'attention. « C'est tout. Elle ne me laissera pas tranquille. » Une autre mentionnait « Monsieur doit rester en dehors de ça ». Était-ce Élise et Marianne, ou d'autres personnes encore inconnues? Le carnet contenait aussi un dessin grossier, une sorte de symbole, une étoile entourée d'un cercle, tracé à l'encre rouge. Ce symbole rappela à Garnier la clé de l'hôtel L'Étoile. Était-ce une coïncidence ou un indice laissé par Antoine lui-même? Un autre fil conducteur émergea lorsqu'un voisin de la famille Delorme, un retraité nommé Jacques Perrin, apporta une information inattendue. Il affirma avoir vu une femme blonde, portant un foulard, rôder près de la maison des Delorme plusieurs soirs avant le meurtre. Elle ne semblait pas vouloir être vue, expliqua-t-il. Elle restait dans l'ombre, près des arbres. Jacques avait pensé qu'il s'agissait d'une amie de Claire, mais maintenant il n'en était plus sûr. Cette description correspondait à Élise, mais aussi vaguement à Marianne. Garnier commençait à se demander si les 2 sœurs n'étaient pas plus impliquées qu'elles ne le laissaient croire. L'autopsie d'Antoine apporta une nouvelle pièce au puzzle. Le rapport final confirma que la benzodiazépine avait été administrée par injection, une méthode inhabituelle pour un sédatif. Une petite marque presque invisible avait été trouvée sur son bras gauche. Cela suggérait que l'auteur du crime avait des connaissances médicales, ou un accès à quelqu'un qui en avait. Antoine, en tant que médecin, aurait pu se procurer le sédatif, mais pourquoi l'aurait-il utilisé sur lui-même? Une autre hypothèse émergea. Quelqu'un de son entourage, peut-être une infirmière ou un proche, avait accès à son matériel médical. Cette piste ramena Garnier à la clinique, où il demanda un nouvel inventaire des stocks de médicaments. Alors que l'enquête avançait, Claire Delorme devenait de plus en plus fragile. Lors d'un entretien, elle confia à Sophie Lemoine qu'elle avait trouvé une lettre dans les affaires d'Antoine, glissée dans une poche de son manteau. La lettre, non signée, contenait une phrase qui la hantait. « Tu as brisé plus que des cœurs ». Claire, dévastée, se demandait si elle avait été aveugle au défaut de son mari. « Je l'aimais », dit-elle, la voix brisée. « Mais je commence à me demander si je le connaissais vraiment. » Cette lettre, ajoutée à celle mentionnée par Vernier, suggérait que quelqu'un avait traqué Antoine, le confrontant à ses péchés bien avant sa mort. Garnier, en examinant tous ces éléments, sentait que l'étau se resserrait. Élise, avec son passé douloureux et son lien avec l'art. Marianne, piégée dans une relation secrète. Isabelle, avec sa laque rouge et ses conversations mystérieuses. Et cette femme au foulard, toujours dans l'ombre. Chaque piste semblait converger vers une vérité centrale. Antoine avait vécu une vie de duplicité, manipulant les femmes autour de lui, laissant derrière lui des blessures profondes. Mais qui parmi elles avait décidé de passer à l'acte? Et pourquoi cette mise en scène, ce mot « traître », cette humiliation publique? Garnier savait qu'il était proche d'une révélation, mais il manquait encore une pièce, un lien qui relierait toutes ces ombres du passé. La ville de Vienne semblait s'enfoncer dans une brume épaisse, comme si le mystère entourant la mort d'Antoine Delorme pesait sur chaque rue, chaque maison. À la gendarmerie, l'inspecteur Michel Garnier passait des nuits blanches, hanté par les fragments d'une vérité qui refusait de se révéler pleinement. Le carnet d'Antoine, avec son symbole d'étoile entouré d'un cercle, la clé de l'hôtel L'Étoile,
les lettres anonymes et les témoignages des femmes de sa vie, Isabelle, Marianne, Élise, formaient un tableau chaotique. Chaque indice semblait pointer vers une toile plus vaste, tissée de trahisons et de secrets enfouis. Mais Garnier savait que le temps pressait, les rumeurs enflaient, la pression médiatique s'intensifiait, et Claire Delorme, brisée par le chagrin, menaçait de s'effondrer complètement. L'enquête prit un nouveau tournant avec l'analyse du symbole trouvé dans le carnet d'Antoine. Un expert en iconographie, consulté à Lyon, identifia l'étoile dans un cercle comme un motif récurrent dans certaines œuvres d'art symboliste, souvent associées à des notions de vérité cachée ou de rédemption. Ce détail, bien que vague, renforça l'idée que l'auteur du crime avait une affinité pour l'art, un lien qui ramenait à Isabelle Morel et Élise Vasseur. Garnier demanda à son équipe de fouiller dans les activités artistiques d'Élise à Grenoble. Ils découvrirent qu'elle exposait régulièrement dans de petites galeries locales, et l'une de ses œuvres récentes, intitulée L'ombre du traître, attira l'attention. La description de la toile, une silhouette masculine entourée de cordes rouges sur un fond noir, semblait trop proche de la scène du crime pour être une coïncidence. Lorsque Garnier tenta de contacter Élise pour un nouvel interrogatoire, il apprit qu'elle avait quitté son appartement précipitamment, laissant derrière elle un mot laconique « Je dois partir ». Cette disparition soudaine d'Élise mit les enquêteurs sur les nerfs. Était-elle en fuite ou cherchait-elle à protéger quelqu'un? Garnier décida de se concentrer sur Marianne, sa sœur, qui semblait être un pivot central dans cette affaire. Lors d'un nouvel interrogatoire, Marianne, visiblement épuisée, révéla un détail qu'elle avait omis jusque-là. Quelques semaines avant la mort d'Antoine, elle avait surpris une conversation téléphonique entre lui et une femme dont elle ne connaissait pas l'identité. Il était agité, raconta-t-elle. Il disait « Je ne peux pas tout réparer. Tu dois me laisser tranquille. » La femme de l'autre côté semblait furieuse. J'ai entendu sa voix, aiguë, presque hystérique. Marianne admit qu'elle n'avait pas posé de questions, de peur de perdre le soutien financier d'Antoine pour son fils, Théo. Mais ce souvenir, ajouté à la lettre anonyme et à l'appel reçu par Garnier, suggérait qu'une troisième femme, encore dans l'ombre, jouait un rôle clé. Pendant ce temps, à la clinique d'Antoine, une perquisition plus approfondie révéla un nouvel indice. Dans un placard rarement utilisé, les enquêteurs trouvèrent une boîte contenant des flacons de benzodiazépine, certains vides, d'autres encore scellés. Ce qui attira l'attention de Sophie Lemoine, c'était une étiquette manuscrite sur l'un des flacons, pour I. Était-ce Isabelle? Ou une autre personne encore? Une analyse des empreintes digitales sur la boîte révéla celle d'Antoine, mais aussi celle d'une infirmière de la clinique, Camille Renaud. Camille, une femme discrète d'une trentaine d'années, avait travaillé sous les ordres d'Antoine pendant 5 ans. Lors d'un interrogatoire, elle sembla nerveuse, mais jura n'avoir jamais touché à ces flacons. Antoine gérait lui-même ses stocks, insista-t-elle. Il était très pointilleux là-dessus. Pourtant, son regard fuyant et ses mains tremblantes suggéraient qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait bien le dire. Garnier décida de fouiller dans le passé de Camille. Les dossiers du personnel révélèrent qu'elle avait rejoint la clinique après un licenciement soudain d'un hôpital à Lyon. La raison? Une plainte pour comportement inapproprié qu'avec un médecin, un incident vague qui n'avait pas abouti à des poursuites. En creusant, Garnier découvrit que ce médecin, aujourd'hui retraité, avait été un ami d'Antoine à l'époque. Était-il possible que Camille ait eu une relation avec Antoine, ou qu'elle ait été témoin de quelque chose qu'elle taisait? Lorsqu'on lui posa la question, Camille se ferma. « Je n'ai rien à voir avec ça », murmura-t-elle, mais ses yeux trahissaient une peur profonde. Un autre élément vint compliquer l'enquête. En examinant les registres de l'hôtel L'Étoile à Lyon, les enquêteurs découvrirent qu'Antoine n'était pas le seul à réserver des chambres sous son nom. Une réservation datée de 3 mois avant sa mort avait été faite au nom d'Antoine, mais payée par une carte bancaire appartenant à une certaine Sophie Martin. Ce nom, inconnu jusqu'alors, fit tiquer Garnier. Une recherche rapide révéla que Sophie Martin était une ancienne patiente d'Antoine, une femme de 40 ans, qui avait consulté à la clinique pour des troubles anxieux. Lorsqu'ils tentèrent de la contacter, ils apprirent qu'elle avait déménagé sans laisser d'adresse peu après sa dernière consultation. Une photo d'elle, tirée des dossiers médicaux, montrait une femme blonde au visage marqué par la fatigue. Une description qui correspondait à la mystérieuse femme au foulard aperçue par plusieurs témoins. Les pièces du puzzle semblaient s'accumuler, mais elle refusait de s'emboîter.
Garnier demanda à son équipe de retracer les appels anonymes reçus par Antoine. Grâce à une coopération avec l'opérateur téléphonique, ils découvrirent que plusieurs appels provenaient d'une cabine publique à Lyon, située près de l'université où travaillait Isabelle Morel. Cela renforça les soupçons contre elle, mais Isabelle, interrogée à nouveau, maintint son alibi. « Je n'ai jamais appelé Antoine depuis une cabine », affirma-t-elle, « et je n'ai rien à voir avec sa mort. » Pourtant, un détail troublant émergea lors de cette entrevue. Isabelle portait un foulard rouge, noué avec soin, qui rappela à Sophie Lemoine les descriptions des témoins. Était-ce une coïncidence ou un indice de plus? À Vienne, Claire Delorme, poussée par un mélange de chagrin et de détermination, continuait de fouiller dans les affaires de son mari. Dans une boîte à chaussures, cachée au fond d'un placard, elle trouva une série de lettres, toutes non signées. Elles contenaient des phrases accusatrices. « Tu ne peux pas effacer ce que tu as fait. Tu as détruit des vies. La vérité finira par t'étouffer. » Contrairement à la lettre qu'elle avait montrée à Garnier, celles-ci étaient écrites à la main, dans une écriture soignée mais nerveuse. Claire, bouleversée, les remit à la police avouant qu'elle avait peur. « Et si quelqu'un me surveillait, moi aussi ?» murmura-t-elle. Garnier, en examinant les lettres, nota qu'elles étaient rédigées sur un papier de qualité, semblable à celui utilisé par les artistes pour des esquisses. Ce détail, encore une fois, ramenait à Élise ou Isabelle. Un dernier indice, découvert par hasard, vint ajouter une nouvelle couche de mystère. Un employé de la mairie chargé de nettoyer les abords de la ruelle où Antoine avait été retrouvé signala avoir trouvé un objet oublié par les enquêteurs. Un petit pendentif en forme d'étoile, à moitié enfoui dans la terre. Le pendentif, en argent terni, portait une inscription à peine lisible. « Pour toujours ». Garnier, en le voyant, sentit un frisson. Était-ce un souvenir d'une des femmes dans la vie d'Antoine? Un cadeau qu'il avait offert ou qu'il avait gardé comme un trophée? Une analyse du pendentif révéla des traces d'ADN, mais les résultats prendraient plusieurs jours. En attendant, Garnier savait une chose. Le cercle des soupçons se resserrait, mais il englobait trop de personnes pour pointer un seul coupable. Chaque femme dans cette affaire, Élise, Marianne, Isabelle, Camille, Sophie Martin, semblait porter une part de la vérité, mais aussi une part de l'ombre. Antoine avait-il manipulé chacune d'elles, laissant derrière lui un sillage de cœurs brisés et de promesses non tenues, et qui parmi elles avait décidé que sa trahison méritait une punition aussi publique? Garnier sentait que la réponse était proche, mais elle se dérobait encore, cachée dans les fissures d'une vie que personne, pas même Claire, n'avait vraiment comprise. La pluie avait repris de plus belle à Vienne, transformant les rues en miroirs sombres où se reflétaient les lumières vacillantes des réverbères. Dans les bureaux de la gendarmerie, l'inspecteur Michel Garnier fixait le pendentif en forme d'étoile, posé sur son bureau comme un talisman énigmatique. L'inscription « Pour toujours » semblait presque ironique, compte tenu de la fin tragique d'Antoine Delorme. Chaque nouvel indice, le carnet, les lettres anonymes, le symbole de l'étoile, semblait tisser une toile plus complexe, où les voix des femmes de la vie d'Antoine murmuraient des vérités partielles, mais aucune ne livrait la clé du mystère. Garnier savait que le temps jouait contre lui. La presse locale, avide de détails croustillants, commençait à parler d'un tueur en série ou d'une vengeance amoureuse, et la pression pour des réponses montait. L'analyse ADN du pendentif n'avait pas encore donné de résultat, mais Garnier décida de se concentrer sur Sophie Martin, la patiente disparue dont la carte bancaire avait payé une réservation à l'hôtel L'Étoile. Une recherche plus approfondie révéla qu'elle avait été hospitalisée brièvement à Lyon, 2 ans plus tôt, pour une dépression sévère. Son dossier médical, obtenu après une bataille administrative, mentionnait qu'Antoine Delorme avait été son médecin référent lors de ses consultations à Vienne. Les notes d'Antoine décrivaient Sophie comme fragile mais coopérative, avec une mention troublante. Insiste pour des consultations privées, possible dépendance affective. Cette phrase fit tiquer Garnier. Antoine, en tant que médecin, avait-il franchi une ligne éthique avec Sophie? Et si oui, comment cela s'inscrivait-il dans le puzzle de sa mort? En parallèle, l'équipe de Garnier tenta de localiser Élise Vasseur, qui semblait s'être volatilisée après son départ précipité de Grenoble. Une voisine d'Élise, interrogée par téléphone, mentionna qu'elle avait vu une femme blonde, portant un foulard rouge, entrer dans l'appartement d'Élise la veille de son départ. La description correspondait vaguement à Isabelle Morel, mais aussi à Sophie Martin. Cette femme au foulard, aperçue à plusieurs reprises,
près de la maison des Delorme, à la clinique, et maintenant chez Élise, semblait être un fantôme insaisissable, reliant les différents acteurs de cette tragédie. Garnier demanda à son équipe de vérifier les caméras de surveillance autour de l'appartement d'Élise, mais en 1987, les systèmes de vidéosurveillance étaient rares à Grenoble, et la piste s'arrêta net. Un nouvel interrogatoire de Marianne Dubois apporta une lueur d'espoir. Sous la pression de Sophie Lemoine, Marianne admit qu'elle avait menti sur un détail crucial. Quelques jours avant la mort d'Antoine, elle avait reçu une visite inattendue d'Élise, sa sœur aînée. Elle était furieuse, raconta Marianne, les mains serrées sur la table. Elle m'a dit qu'elle savait pour Antoine et moi. Elle m'a accusé de répéter ses erreurs, de me laisser manipuler par lui. Élise avait mentionné une autre femme, quelqu'un qu'Antoine voyait à Lyon, mais elle avait refusé de donner un nom. Marianne, bouleversée par la confrontation, avait coupé les ponts avec Élise, craignant que sa colère ne mette en péril son arrangement financier avec Antoine. « Je ne voulais pas que Théo en souffre », murmura-t-elle, les yeux baissés. Ce témoignage renforça l'hypothèse que Élise pouvait être impliquée dans le meurtre, mais son mobile restait flou. Avait-elle agi par vengeance pour sa propre trahison, vieille de 20 ans, ou pour protéger sa sœur? Garnier décida de fouiller dans le passé d'Élise plus profondément. Une ancienne collègue de l'université, retrouvée à Lyon, raconta qu'Élise avait traversé une période sombre après sa rupture avec Antoine. Elle était obsédée par lui, expliqua la femme, une professeure d'art à la retraite. Elle parlait de lui comme s'il était à la fois un dieu et un monstre. Elle a même peint une série de toiles sur lui, des œuvres très sombres. L'une de ces toiles, selon elle, représentait une silhouette masculine entourée d'étoiles rouges, un motif qui rappela à Garnier le symbole du carnet d'Antoine. Pendant ce temps, à la clinique, l'infirmière Camille Renaud devint un sujet d'intérêt croissant. Lors d'un nouvel interrogatoire, elle craqua sous la pression. « J'ai couvert Antoine », avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Il prenait des médicaments de la réserve pour des usages non officiels. Je ne posais pas de questions parce qu'il était mon patron. Camille admit avoir vu Antoine remettre des flacons de benzodiazépine à une femme, une fois, dans le parking de la clinique. Elle avait un foulard, dit-elle, confirmant une fois de plus cette figure mystérieuse. Mais Camille jura ne pas connaître son identité. Antoine m'a dit de ne jamais en parler. Il disait que c'était pour aider quelqu'un. Ce témoignage suggéra qu'Antoine pouvait avoir fourni le sédatif utilisé pour son propre meurtre, sans le savoir. Un autre indice émergea grâce à un coup de chance. Un employé de l'hôtel L'Étoile, en triant de vieux registres, retrouva une note manuscrite laissée par Antoine lors d'une de ses visites. La note, griffonnée sur un morceau de papier, disait simplement « S, je ne peux pas continuer. Pardonne-moi ». Était-ce adressé à Sophie Martin? À quelqu'un d'autre? La graphologie confirma que l'écriture était bien celle d'Antoine, mais le ton semblait désespéré, presque suppliant. Garnier commença à se demander si Antoine, conscient que ses secrets le rattrapaient, avait tenté de mettre fin à une relation, ou plusieurs, avant qu'il ne soit trop tard. Les enquêteurs décidèrent de fouiller à nouveau la maison des Delorme, avec l'accord de Claire. Dans une vieille boîte à bijoux, cachée dans le grenier, ils trouvèrent un second pendentif, identique à celui retrouvé dans la ruelle, une étoile en argent, avec l'inscription « Pour toujours ». Claire, en voyant l'objet, pâlit. « C'était un cadeau d'Antoine », murmura-t-elle. « Il me l'a offert quand nous nous sommes fiancés, il y a 20 ans. Il disait que c'était un symbole de notre amour. Mais alors pourquoi un pendentif identique avait-il été retrouvé sur la scène du crime? Était-ce une provocation de l'auteur du meurtre ou un indice laissé par Antoine lui-même? Un dernier élément vint compliquer l'enquête. En examinant les relevés téléphoniques d'Isabelle Morel, les enquêteurs découvrirent qu'elle avait passé plusieurs appels à un numéro non identifié, toujours depuis la même cabine publique à Lyon. Ces appels, tous brefs, avaient eu lieu dans les semaines précédant le meurtre. Lorsque Garnier la confronta, Isabelle resta impassible. « Je n'ai rien à cacher », dit-elle, mais son calme semblait forcé. Elle admit avoir rencontré Antoine à plusieurs reprises à l'hôtel L'Étoile, mais insista sur le fait que leur relation était purement intellectuelle. « Nous partagions une passion pour l'art », dit-elle. Rien de plus. Pourtant, un collègue d'Isabelle révéla qu'elle avait semblé bouleversée ces derniers mois, souvent absente ou distraite. Elle parlait parfois d'un homme qui l'avait déçue, confia-t-il. Mais elle ne donnait jamais de nom. Garnier, en réunissant ces éléments, sentit que les voix dans l'ombre, celles d'Élise, Marianne, Isabelle, Camille
et peut-être Sophie, formaient un chœur dissonant. Chacune semblait avoir une raison de haïr Antoine, mais aucune ne semblait être la pièce manquante du puzzle. Le pendentif, les lettres, le symbole de l'étoile, tout suggérait une vengeance soigneusement planifiée, orchestrée par quelqu'un qui connaissait Antoine mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Garnier se demanda si l'auteur du crime n'était pas une femme agissant seule, mais un groupe, uni par une douleur commune. Cette idée, bien que farfelue, prenait racine dans son esprit. Et si Antoine avait poussé ces femmes à bout, au point qu'elles s'unissent pour lui faire payer? Alors que la nuit tombait sur Vienne, un nouvel appel anonyme arriva à la gendarmerie. La même voix féminine, basse et posée, murmura « Regardez ceux qui portent des étoiles ». La ligne coupa avant que Garnier ne puisse répondre. Cette phrase énigmatique semblait pointer directement vers le pendentif, mais aussi vers un secret plus profond, un lien entre les femmes qui entouraient Antoine. Garnier savait qu'il était proche de la vérité, mais il sentait aussi que cette vérité risquait de le plonger dans un abîme encore plus sombre. Les jours s'écoulaient à Vienne, et l'atmosphère de la ville semblait saturée d'une tension invisible. Les habitants, autrefois unis par une curiosité morbide, évitaient désormais de parler ouvertement du meurtre d'Antoine Delorme. Les rumeurs, cependant, continuaient de circuler, alimentées par les manchettes des journaux locaux qui évoquaient des secrets scandaleux et une conspiration dans l'ombre. Pour l'inspecteur Michel Garnier, chaque nouvel indice semblait resserrer le nœud autour d'un mystère qui refusait de se dénouer. Le pendentif en forme d'étoile, les lettres anonymes et les appels énigmatiques formaient un tableau où chaque détail semblait crier une vérité, mais aucune ne s'alignait parfaitement. Le dernier appel anonyme, « Regardez ceux qui portent des étoiles », résonnait comme un défi. Garnier, méthodique mais épuisé, décida de se concentrer sur les femmes liées à Antoine, convaincu qu'elles détenaient la clé de l'affaire. Élise Vasseur, toujours introuvable, restait une ombre dans l'enquête. Une nouvelle piste émergea lorsqu'un employé d'une galerie d'art à Grenoble signala avoir vu Élise, quelques jours avant sa disparition, en compagnie d'une femme blonde portant un foulard rouge. L'employé décrivit leur conversation comme tendue, presque conspiratrice. « Elle parlait à voix basse, dit-il, mais j'ai entendu Élise dire quelque chose comme « Il faut que ça s'arrête ». Cette phrase, ajoutée à la toile l'ombre du traître, renforçait les soupçons contre Élise. Mais qui était cette femme blonde? Isabelle Morel, Sophie Martin, ou une autre encore? Garnier décida de réinterroger Isabelle Morel, dont le calme apparent commençait à craqueler. Lors d'une visite surprise à son appartement à Lyon, il remarqua une pile de croquis sur une table, dont l'un représentait une étoile entourée d'un cercle, semblable au symbole trouvé dans le carnet d'Antoine. Confrontée, Isabelle expliqua qu'il s'agissait d'une simple étude pour un cours sur le symbolisme. Les étoiles, dans l'art, représentent souvent l'espoir ou la trahison, dit-elle, les lèvres pincées. Mais Garnier ne fut pas convaincu. Il demanda à analyser son téléphone portable, et bien qu'Isabelle s'y opposa initialement, elle finit par céder. Les relevés montrèrent plusieurs appels passés à une cabine publique à Grenoble, près de l'appartement d'Élise, dans les jours précédant le meurtre. « Je rendais visite à une collègue », se défendit Isabelle, mais elle refusa de donner un nom. Pendant ce temps, l'équipe de Garnier fit une découverte troublante dans les dossiers médicaux de Sophie Martin. Lors de ses consultations avec Antoine, elle avait mentionné des cauchemars récurrents liés à une relation passée. Une note d'Antoine rédigée à la hâte indiquait « SM semble instable. Méfiance. Était-ce une simple observation clinique ou Antoine craignait-il quelque chose de la part de Sophie? Une recherche dans les archives de la police révéla que Sophie avait déposé une plainte pour harcèlement en 1995 contre un homme dont l'identité n'était pas précisée. La plainte avait été retirée peu après, mais le dossier mentionnait qu'elle avait consulté un médecin à Vienne, Antoine. Garnier tenta de localiser Sophie, mais son ancienne adresse à Lyon était désormais occupée par une autre famille, et aucun de ses proches ne savait où elle se trouvait. Un autre fil conducteur émergea grâce à Claire Delorme. Poussée par un mélange de désespoir et de détermination, elle fouilla à nouveau la maison familiale et trouva une vieille photo, glissée dans un livre médical appartenant à Antoine. La photo, datée de 1977, montrait Antoine, jeune et souriant, entouré de 3 femmes lors d'une fête universitaire. L'une d'elles était clairement Élise Vasseur, reconnaissable à ses cheveux blonds et son regard intense. Une autre, brune, ressemblait étrangement à une version plus jeune d'Isabelle Morel,
bien qu'Isabelle ait nié avoir connu Antoine à l'époque. La troisième femme, blonde elle aussi, était annotée au dos de la photo. Sophie était 77. Cette découverte bouleversa Claire, qui réalisa qu'Antoine avait peut-être entretenu des liens avec ces femmes bien avant leur mariage. Garnier, en examinant la photo, sentit que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Élise, Isabelle et Sophie semblaient partager un passé commun avec Antoine, remontant à leurs années d'études. Mais comment Marianne Dubois, la sœur d'Élise, s'intégrait-elle dans cette équation? Lors d'un nouvel interrogatoire, Marianne révéla un détail qu'elle avait jusque-là gardé pour elle. Élise m'a dit, il y a des années, qu'Antoine avait brisé plus d'une vie à l'université, confia-t-elle. Elle parlait d'une amie à elle, une femme qui n'a jamais surmonté ce qu'il lui avait fait. Marianne refusa de donner un nom, disant qu'Élise lui avait fait jurer le silence. Mais ce témoignage suggéra que Sophie Martin pouvait être cette amie, une femme dont la douleur avait été ravivée par sa rencontre avec Antoine des années plus tard. L'enquête sur Camille Renaud, l'infirmière, apporta une nouvelle pièce au puzzle. Sous la pression, Camille admit avoir entendu Antoine parler au téléphone, environ un mois avant sa mort, avec une femme qu'il appelait Sophie. Il semblait paniqué, dit-elle. Il lui a dit « Je ne peux pas tout réparer, laisse-moi en dehors de ça ». Camille, effrayée par les implications, n'avait rien dit à l'époque, craignant de perdre son emploi. Mais elle ajouta un détail crucial. Elle avait vu une femme blonde portant un foulard attendre Antoine dans le parking de la clinique à plusieurs reprises. « Je pensais que c'était une patiente », murmura-t-elle. « Mais maintenant, je me demande si elle le suivait. » Un coup de théâtre survint lorsque les résultats de l'analyse ADN du pendentif retrouvé dans la ruelle arrivèrent. Les empreintes correspondaient à celles d'Élise Vasseur, mais l'ADN sur le pendentif incluait également des traces appartenant à une autre personne, non identifiée dans la base de données. Cela suggéra que le pendentif avait été manipulé par au moins 2 personnes, dont Élise. Était-elle présente sur la scène du crime ou avait-elle donné le pendentif à quelqu'un d'autre? Garnier demanda une analyse comparative avec les empreintes d'Isabelle, Marianne et Camille, mais les résultats prendraient encore du temps. Un dernier indice émergea d'une source inattendue. Un libraire de Vienne, qui connaissait Claire Delorme, signala avoir vu Antoine, quelques semaines avant sa mort, acheter un livre sur le symbolisme dans l'art. Le libraire se souvenait d'un détail étrange. Antoine avait demandé si le livre mentionnait des rituels de rédemption par la honte. Intrigué, le libraire avait noté que le livre contenait un chapitre sur les symboles de punition dans l'art, y compris l'usage de cordes et de couleur rouge pour signifier la trahison. Ce détail, ajouté à la laque rouge et à la corde en nylon, suggéra que l'auteur du crime avait puisé son inspiration dans un cadre presque rituel, comme si le meurtre d'Antoine était une performance artistique. Garnier, en réunissant ces éléments, sentit que l'étau se resserrait. Élise avec ses toiles sombres et sa disparition soudaine. Isabelle avec ses croquis d'étoiles et ses appels mystérieux. Sophie, une ombre du passé dont la douleur semblait avoir ressurgi. Marianne, piégée par sa loyauté envers Antoine et sa sœur. Et Camille, témoin silencieux des secrets de la clinique. Chacune semblait avoir une raison de vouloir punir Antoine, mais Garnier commençait à suspecter une collaboration. Et si ces femmes, unies par leurs blessures, avaient orchestré une vengeance collective? Le pendentif, le mot « traître », la mise en scène, tout semblait trop précis, trop symbolique pour être l'œuvre d'une seule personne. Alors que la nuit enveloppait Vienne, Garnier reçut un nouvel appel anonyme. La voix féminine, toujours la même, murmura, les étoiles ne brillant que dans l'obscurité. La ligne coupa, laissant Garnier avec un frisson. Cette phrase, poétique mais menaçante, semblait confirmer que le crime était plus qu'un acte de vengeance. C'était un message, une déclaration adressée au monde. Et Garnier savait que pour comprendre ce message, il devait plonger encore plus profondément dans les ombres du passé d'Antoine. La lumière pâle de l'aube perçait à peine les nuages lourds au-dessus de Vienne, donnant à la ville une aura de mystère figé. Dans les bureaux de la gendarmerie, l'inspecteur Michel Garnier sentait que l'enquête sur la mort d'Antoine Delorme atteignait un point de rupture. Les indices, le pendentif en forme d'étoile, les lettres anonymes, le symbole dans le carnet, la laque rouge, formaient un réseau complexe, mais les contours d'une vérité commençaient à émerger. Les voix des femmes dans la vie d'Antoine, Élise, Isabelle, Marianne, Sophie, Camille, semblaient converger vers un acte de vengeance collective. Mais Garnier savait qu'un dernier fil restait à tirer pour démêler les chevaux.
Chaque piste semblait révéler une facette d'Antoine, un homme qui avait manipulé, trahi et laissé derrière lui un sillage de douleur. La disparition d'Élise Vasseur restait un point central. Une nouvelle information arriva d'un contact à Grenoble. Élise avait été aperçue dans une gare routière, achetant un billet pour Paris, le lendemain du meurtre. Les images de vidéosurveillance, bien que floues, montraient une femme correspondant à sa description, portant un sac à dos et un foulard rouge noué autour du cou. Ce détail, le foulard, renforça l'idée qu'Élise était la femme mystérieuse aperçue à plusieurs reprises. Garnier lança une alerte nationale pour la retrouver, mais il savait que, si elle voulait disparaître, elle avait une longueur d'avance. Une fouille de son appartement à Grenoble révéla un carnet d'esquisses, rempli de dessins d'étoiles et de silhouettes masculines liées par des cordes. Une page, arrachée à moitié, portait une inscription. « Il doit payer pour nous toutes ». Cette phrase, écrite d'une main tremblante, semblait confirmer que Élise nourrissait une rancune profonde. Mais agissait-elle seule? Pendant ce temps, l'analyse des empreintes digitales sur les flacons de benzodiazépine trouvés à la clinique apporta une surprise. Outre celle d'Antoine et de Camille, une troisième série d'empreintes correspondait à Sophie Martin. Ce lien direct avec le sédatif utilisé pour le meurtre fit de Sophie une suspecte prioritaire. Garnier demanda à son équipe de retracer ses déplacements. Une ancienne collègue de Sophie, employée dans une librairie à Lyon, révéla que Sophie avait été obsédée par Antoine après ses consultations. Elle parlait de lui comme s'il était la réponse à tous ses problèmes, expliqua la collègue. Mais ensuite, elle a changé. Elle disait qu'il l'avait utilisée, qu'il lui avait fait des promesses qu'il n'a jamais tenues. Cette collègue se souvenait d'un détail troublant. Sophie avait acheté un livre sur les rituels symboliques dans l'art, le même que celui qu'Antoine avait acquis peu avant sa mort. Était-ce une coïncidence, ou Sophie et Antoine partageaient-ils une fascination morbide? Garnier décida de confronter Isabelle Morel une nouvelle fois. Lors de l'interrogatoire, elle craqua enfin, révélant une partie de la vérité. Antoine n'était pas l'homme que tout le monde croyait, murmura-t-elle, les yeux fixés sur le sol. Elle admit avoir eu une liaison avec lui, mais insista sur le fait qu'elle s'était terminée des mois avant sa mort. Il m'a dit qu'il voulait tout arrêter, qu'il se sentait dépassé, expliqua-t-elle. Mais je savais qu'il voyait d'autres femmes. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Isabelle révéla qu'elle avait rencontré Élise Vasseur par hasard, lors d'une exposition d'art à Grenoble. Les deux femmes avaient discuté d'Antoine, et Élise avait partagé son histoire douloureuse de l'université. Elle était brisée, dit Isabelle, mais elle était aussi en colère. Elle parlait de lui comme s'il était un monstre. Isabelle jura ne pas avoir participé au meurtre, mais admit avoir donné à Élise des informations sur les habitudes d'Antoine, pensant qu'elle voulait simplement le confronter. Ce témoignage éclaira un lien crucial. Élise semblait être le pivot central, celle qui avait rallumé une étincelle de vengeance. Mais où se situait Sophie Martin dans cette équation? Une découverte inattendue vint de Claire Delorme. En fouillant dans les affaires d'Antoine, elle trouva une vieille cassette audio, cachée dans une boîte de dossiers médicaux. La cassette, sans étiquette, contenait un enregistrement d'une conversation entre Antoine et une femme, dont la voix correspondait à celle de Sophie. Dans l'enregistrement, Sophie semblait bouleversée, accusant Antoine de l'avoir manipulée. « Tu m'as fait croire que tu quitterais Claire, » disait-elle. « Tu m'as fait croire que j'étais spécial. » Antoine, d'une voix calme mais froide, répondait « Tu savais que c'était temporaire. Ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. » L'enregistrement s'arrêtait brusquement, mais il révélait une facette d'Antoine, un homme calculateur, jouant avec les émotions de ses amantes. Garnier, en écoutant la cassette, sentit un frisson. Sophie, rejetée et humiliée, avait-elle rejoint Élise dans un plan de vengeance? Une nouvelle piste émergea lorsqu'un témoin, un chauffeur de taxi à Vienne, rapporta avoir conduit une femme blonde correspondant à la description de Sophie, le soir du meurtre, jusqu'à la ruelle où Antoine avait été retrouvé. « Elle semblait nerveuse », dit le chauffeur. « Elle m'a demandé de m'arrêter à quelques rues de là et elle a payé en liquide. » Ce témoignage plaça Sophie sur les lieux du crime, mais sans preuve concrète, Garnier ne pouvait pas l'arrêter. Un autre indice vint compliquer l'affaire. Les résultats de l'analyse ADN du pendentif retrouvé dans la ruelle révélèrent que les traces non identifiées correspondaient à Marianne Dubois. Confrontée, Marianne éclata en sanglots. « C'était un cadeau d'Antoine », avoua-t-elle. « Il m'a offert ce pendentif il y a des années, quand nous avons repris contact. Je l'ai donné à Élise, il y a quelques mois, parce qu'elle disait qu'elle voulait un souvenir de lui.
Marianne jura qu'elle ignorait ce qu'Élise avait prévu, mais son témoignage suggéra qu'Élise avait utilisé le pendentif comme un symbole, un lien entre les femmes trahies par Antoine. Garnier, en réunissant ces éléments, commença à avoir une image plus claire. Élise, marquée par sa rupture avec Antoine à l'université, semblait avoir orchestré le crime, utilisant sa connaissance de l'art et des symboles pour créer une mise en scène humiliante. Sophie, brisée par les promesses non tenues d'Antoine, avait peut-être été sa complice, apportant les benzodiazépines et sa présence sur les lieux. Isabelle, bien qu'impliquée à distance, avait fourni des informations cruciales, et Marianne, sans le savoir, avait contribué en offrant le pendentif. Mais une question restait en suspens. Où était Élise? Et pourquoi avait-elle disparu? Un dernier coup de théâtre survint lorsqu'un officier de police à Paris signala avoir repéré Élise dans un hôtel modeste. Garnier et Sophie Lemoine prirent le train pour l'interroger. Lorsqu'ils la trouvèrent, Élise semblait épuisée, presque résignée. « Je savais que vous viendriez », murmura-t-elle. Elle admit avoir planifié le meurtre, mais insista sur le fait qu'elle n'avait pas agi seule. « Nous étions plusieurs », dit-elle sans donner de nom. « Antoine nous a détruites, chacune à sa manière. Il méritait de voir ses mensonges exposés au grand jour. » Elle refusa d'en dire plus, mais ces mots confirmèrent l'hypothèse de Garnier. Un pacte forgé dans la douleur avait conduit à la mort d'Antoine. Alors que Garnier menottait Élise, il sentit un mélange de satisfaction et de malaise. La vérité, bien que partiellement révélée, laissait encore des ombres. Sophie Martin restait introuvable, et les rôles exacts d'Isabelle et Marianne demeuraient flous. Le mot « traître », peint en rouge, semblait résonner comme un cri collectif, celui de femmes qui, après des années de silence, avaient décidé de reprendre le pouvoir. Mais à quel prix? Garnier savait que l'enquête n'était pas terminée, mais il sentait que la réponse finale, celle qui lierait toutes ces voix, était à portée de main. L'hiver s'installait sur Vienne, et avec lui un froid mordant qui semblait refléter l'atmosphère pesante de l'enquête. L'arrestation d'Élise Vasseur à Paris avait marqué un tournant, mais pour l'inspecteur Michel Garnier, la vérité restait incomplète, comme une toile dont les contours restaient flous. Élise, bien qu'ayant admis sa participation, gardait un silence obstiné sur les détails, refusant de nommer ses complices. Ces mots, « nous étions plusieurs », résonnaient dans l'esprit de Garnier, suggérant une conspiration plus vaste, un réseau de douleur et de vengeance tissé par les femmes qu'Antoine Delorme avait trahies. Pourtant, chaque réponse semblait ouvrir de nouvelles questions, et Garnier savait que le dernier acte de cette tragédie n'avait pas encore été joué. De retour à Vienne, l'équipe de Garnier se concentra sur la localisation de Sophie Martin, toujours introuvable. Les empreintes sur les flacons de benzodiazépine et le témoignage du chauffeur de taxi plaçaient Sophie sur la scène du crime, mais son absence rendait son rôle difficile à définir. Une piste émergea grâce à un ancien voisin de Sophie à Lyon, qui signala l'avoir vue quelques jours après le meurtre dans un café de la ville. Elle semblait nerveuse, presque paranoïaque, raconta-t-il. Elle parlait toute seule, disant des choses comme « c'est fini maintenant ». Ce témoignage, ajouté à la cassette audio, où Sophie accusait Antoine de l'avoir manipulée, renforça l'idée qu'elle avait joué un rôle actif dans le meurtre. Mais pourquoi avait-elle disparu et où se cachait-elle? Pendant ce temps, l'interrogatoire d'Élise à Paris apporta de nouveaux éclaircissements. Sous la pression de Garnier et de Sophie Lemoine, Élise commença à craquer, révélant des fragments de l'histoire. Antoine n'était pas juste un homme infidèle, murmura-t-elle, les yeux fixés sur un point invisible. Il prenait plaisir à contrôler, à promettre l'amour pour mieux le retirer. Il nous faisait sentir uniques, puis il nous abandonnait. Élise raconta comment, après sa rupture avec Antoine à l'université, elle avait sombré dans une dépression profonde, abandonnant ses rêves d'artiste. Lorsqu'elle avait appris, des années plus tard, que sa sœur Marianne était tombée sous le charme d'Antoine, sa colère avait ressurgi. « Je ne pouvais pas la laisser devenir une autre de ses victimes », dit-elle. Élise admit avoir contacté Sophie Martin, qu'elle avait connue à l'époque de l'université, et découvert qu'elle aussi avait été brisée par Antoine. Ce qui avait commencé comme une conversation entre deux femmes blessées s'était transformé en un plan. Élise, avec son obsession pour le symbolisme artistique, avait imaginé une mise en scène qui exposerait Antoine pour ce qu'il était, un traître. La laque rouge, la corde en nylon, le mot peint sur le bitume, tout était conçu pour refléter la douleur qu'il avait infligée. Sophie, selon Élise,
avait fourni les benzodiazépines, obtenus grâce à ses consultations à la clinique d'Antoine. Elle voulait qu'il souffre comme elle avait souffert, murmura Élise. Mais lorsqu'on lui demanda où était Sophie, Élise secoua la tête. Elle a disparu après cette nuit-là. Elle avait peur. Garnier, en analysant ses révélations, sentit que le rôle d'Isabelle Morel restait flou. Lors d'un nouvel interrogatoire, Isabelle admit enfin avoir été plus impliquée qu'elle ne l'avait laissé entendre. « J'ai aidé Élise à planifier », confessa-t-elle, les mains tremblantes. Pas le meurtre, mais la mise en scène. Je lui ai parlé de l'hôtel L'Étoile, des habitudes d'Antoine. Isabelle expliqua qu'elle avait rencontré Élise par l'intermédiaire d'un cercle d'artistes à Grenoble, où elles avaient partagé leurs histoires. Quand j'ai appris ce qu'il avait fait à Élise et à d'autres, j'ai compris qu'il ne s'arrêterait jamais, dit-elle. Isabelle jura ne pas avoir été présente dans la ruelle, mais elle admit avoir fourni la laque rouge, un produit qu'elle utilisait pour ses propres œuvres. Marianne Dubois, interrogée à nouveau, révéla un détail final qui éclaira le rôle du pendentif. Élise m'a demandé le pendentif parce qu'elle disait qu'il représentait tout ce qu'Antoine avait promis et jamais tenu, expliqua-t-elle. Je ne savais pas ce qu'elle allait en faire. Marianne, en larmes, admit qu'elle se sentait coupable d'avoir laissé Élise s'enfoncer dans sa colère. Je pensais qu'elle voulait juste lui faire peur, pas ça. Ce témoignage suggéra que Marianne, bien qu'impliquée indirectement, n'avait pas participé au meurtre. Mais son pendentif, retrouvé sur la scène du crime, était un symbole puissant, un rappel des promesses brisées d'Antoine. Un coup de théâtre survint lorsque Sophie Martin fut enfin localisée. Un appel anonyme, encore cette voix féminine, basse et posée, indiqua à Garnier qu'une femme correspondant à la description de Sophie avait été vue dans un foyer pour femmes en difficulté à Marseille. Garnier et Sophie Lemoine s'y rendirent immédiatement. Lorsqu'ils trouvèrent Sophie, elle était méconnaissable, amaigrie, les cheveux coupés courts, les yeux hantés par la peur. « Je ne voulais pas qu'il meure », murmura-t-elle lorsqu'on l'interrogea. Mais Élise disait qu'il fallait qu'il paie. Elle disait que c'était la seule façon de nous libérer. Sophie admit avoir administré le sédatif à Antoine, dans un moment de panique, après l'avoir attiré dans la ruelle sous prétexte d'une conversation. « Il était inconscient quand je suis partie », dit-elle. Élise m'a promis qu'elle s'occuperait du reste. Ce témoignage, bien que déchirant, confirma l'hypothèse de Garnier. Élise avait été le cerveau de l'opération, orchestrant la mise en scène avec l'aide de Sophie et Isabelle. Camille Renaud, l'infirmière, fut interrogée à nouveau et admit avoir fermé les yeux sur les agissements d'Antoine à la clinique par peur de perdre son emploi. Elle jura n'avoir pas participé au meurtre, mais son silence avait permis à Sophie d'accéder aux benzodiazépines. Marianne, quant à elle, semblait être une victime collatérale, manipulée par sa sœur et par Antoine. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Élise avait planifié le crime, utilisant le symbolisme de l'étoile et de la laque rouge pour faire d'Antoine un exemple public. Sophie, brisée par ses propres blessures, avait administré le sédatif, mais n'avait pas prévu que l'issue serait fatale. Isabelle avait fourni des informations et du matériel, motivée par sa propre colère. Et Marianne, bien qu'en périphérie, avait involontairement contribué avec le pendentif. Le mot « traître », peint dans la ruelle, était un cri collectif, celui de femmes qui avaient décidé de reprendre le contrôle après des années de silence. Pourtant, un dernier mystère persistait. Qui était la voix anonyme qui avait guidé Garnier tout au long de l'enquête? Élise, Sophie et Isabelle nièrent en être l'auteur, et Marianne semblait trop dépassée pour jouer un tel rôle. Garnier se demanda si une autre femme, encore dans l'ombre, avait été impliquée. Mais avec Élise et Sophie en garde à vue, et Isabelle sous surveillance, il savait que l'enquête touchait à sa fin. La vérité, bien que douloureuse, était enfin exposée, révélant un homme dont les manipulations avaient semé les graines de sa propre destruction. Alors que Garnier rédigeait son rapport final, il ne pouvait s'empêcher de penser à Claire Delorme. Lorsqu'il lui rendit visite pour lui annoncer les arrestations, elle resta silencieuse, les yeux fixés sur le pendentif qu'Antoine lui avait offert. « Je pensais qu'il m'aimait », murmura-t-elle, « mais je me rends compte maintenant qu'il n'aimait que lui-même. » Cette phrase, simple mais dévastatrice, semblait résumer l'essence de l'affaire. Un homme qui, par ses choix, avait allumé une mèche qui avait fini par consumer sa vie. L'hiver s'était installé durablement sur Vienne, enveloppant la ville d'un silence glacé, comme si elle cherchait à oublier les secousses du meurtre d'Antoine Delorme. Dans les semaines qui suivirent l'arrestation d'Élise Vasseur et de Sophie Martin,
et la mise sous surveillance d'Isabelle Morel, la vérité s'était enfin dessinée, mais elle laissait un goût amer. Ce crime, qui avait choqué la France par son mélange d'intimité brisée et de mise en scène publique, n'était pas seulement l'histoire d'un meurtre. C'était un miroir tendu vers les failles de l'âme humaine, révélant comment des promesses non tenues, des manipulations subtiles et des blessures enfouies pouvaient converger en un acte d'une violence symbolique dévastatrice. Antoine Delorme, derrière son masque de médecin respecté, avait semé des graines de douleur qui avaient fini par éclore dans une vengeance collective, orchestrée par celle qui l'avait trahi. Élise, avec sa colère nourrie par une blessure vieille de 20 ans, avait conçu le plan utilisant son amour de l'art pour transformer la mort d'Antoine en une œuvre macabre. Sophie, brisée par des espoirs déçus, avait fourni le sédatif, pensant peut-être que l'humiliation suffirait à apaiser sa douleur. Isabelle, plus distante mais tout aussi blessée, avait apporté son aide en fournissant la laque rouge et des informations cruciales. Marianne, bien qu'en périphérie, avait involontairement contribué avec le pendentif, symbole d'un amour que beaucoup avaient cru sincère. Et Camille, par son silence, avait laissé la tragédie se dérouler. Chacune de ces femmes, à sa manière, incarnait une facette de la douleur infligée par Antoine, un homme qui, sous des dehors charmeurs, avait manipulé et abandonné celle qu'il avait aimée. Ce qui rendait cette affaire si troublante, c'était son universalité. Antoine Delorme n'était pas un monstre au sens classique du terme. Il n'était pas un tueur, ni un criminel endurci. C'était un homme ordinaire, avec des failles ordinaires, dont les choix avaient eu des conséquences extraordinaires. Son histoire nous force à regarder en face une vérité dérangeante. Personne n'est à l'abri des passions qui consument, des secrets qui emprisonnent, ou des trahisons qui laissent des cicatrices invisibles. Combien de fois avons-nous cru connaître ceux qui nous entourent? Combien de fois avons-nous ignoré les signes d'une douleur cachée, jusqu'à ce qu'elle éclate en un cri impossible à ignorer? Ce crime, avec son mot « traître » peint en rouge, nous rappelle que la vengeance, même lorsqu'elle est soigneusement planifiée, ne guérit pas les blessures, elle ne fait que les exposer au grand jour. Pour vous, qui avez suivi cette histoire jusqu'au bout, bravo. Vous faites partie d'un cercle restreint, ceux qui osent plonger dans les abysses de l'esprit humain pour en extraire la vérité, aussi sombre soit-elle. Vous avez vu comment un homme, par ses actes, a tissé une toile de trahison qui a fini par l'enserrer. Vous avez entendu les voix de celles qui l'a blessé, chacune portant une part de la vérité, chacune cherchant une forme de justice. Et vous avez compris que derrière chaque crime se cache une histoire, une mosaïque de désirs, de regrets et de choix irréparables. En allant jusqu'à la fin, vous avez prouvé que vous êtes prêt à affronter l'inexplicable, à regarder au-delà des apparences, et à chercher des réponses là où d'autres préfèrent détourner les yeux. Maintenant, il est temps de faire entendre votre voix. Dans les commentaires, laissez cette phrase. Cette histoire a changé ma façon de voir l'esprit humain. En le faisant, vous ne vous contentez pas de réagir à ce récit. Vous vous identifiez comme l'un des esprits curieux, ceux qui refusent de se satisfaire des vérités superficielles. Vous devenez un membre à part entière de notre communauté. Une communauté de chercheurs de vérité qui osent explorer ce que personne n'ose raconter. Votre commentaire, aussi simple soit-il, est un signal, un phare dans l'obscurité, qui montre à d'autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête de comprendre l'inexplicable. Mais ne vous arrêtez pas là. Partager cette vidéo, c'est comme allumer une lanterne dans une nuit sans fin. Vous permettez à d'autres de découvrir ce récit, de plonger dans ce mystère, et de réfléchir à ce qu'il révèle sur nous tous. Chaque partage est une invitation à rejoindre cette quête, à faire partie d'un mouvement qui cherche à percer les voiles de l'étrange et du sinistre. Et si cette histoire vous a secoué, si elle vous a poussé à remettre en question ce que vous pensiez savoir sur l'amour, la trahison ou la justice, alors, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez-nous dans ce voyage, où chaque vidéo est une porte ouverte sur un nouveau mystère, un nouveau secret enfoui. Comme une étoile dans l'obscurité, votre abonnement est une promesse, celle de ne jamais cesser de chercher, de questionner et de découvrir. Cette affaire, avec ses cordes, ses étoiles et ses mots peints en rouge, n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Il y a d'autres histoires, d'autres crimes, d'autres vérités cachées qui attendent d'être révélées. Plongez dans nos autres vidéos, laissez votre curiosité vous guider et continuez à explorer les recoins sombres de l'âme humaine. Car, comme Antoine Delorme l'a appris à ses dépens, les secrets finissent toujours par remonter à la surface, et ceux qui osent les chercher deviennent les gardiens de la vérité.